La présentation que je vais faire est issue d'un travail en cours qui est piloté par moi-même, mais avec la forte participation de Aboudou Baro de l'Université de Ouaga 1, du Master Agrinovia, et puis Malamine Ouattara. Et bien sûr, un ensemble de personnes qui contribuent à travers des concertations que nous organisons, des rencontres et divers types d'échanges. Conception, hein. Oui. Donc, pourquoi s'intéresser aux attitudes? On s'intéresse aux attitudes pour deux raisons, pour un ensemble de raisons. Je rappellerai juste quelques-unes. C'est qu'on est désormais en matin et hier après-midi que l'agroécologie, c'est une vision, c'est un nouveau paradigme, mais c'est aussi un ensemble de principes. 13 au total, qu'on peut peut-être déposer en 14, et dans certains forums même on pense à ajouter d'autres principes à ces 13 de base. Donc, par rapport au travail classique du conseil agricole, ça fait un ensemble de thématiques qu'il faut désormais considérer, et parmi lesquelles il y a des thématiques techniques, des thématiques d'ordre social et d'autres qui sont plus d'ordre économique ou développement local. Donc, cela pose donc des nouveaux besoins pour le type d'activité. Malamine va revenir là-dessus. Et on se pose dans la question, euh, est-ce que le conseil agricole, tel qu'il travaille au jour d'aujourd'hui, pourra arriver à mettre en œuvre toutes ces activités avec les attitudes qu'on le connaît, ça veut dire souvent très dirigiste, avec euh, une vision, comment dirais-je, unilatérale du savoir. Et l'autre chose aussi, c'est qu'avec l'agroécologie, par rapport à ces différentes dimensions, on se rend compte que le travail, l'essentiel du travail du conseil agricole, ne doit plus se faire uniquement au niveau de la parcelle. Hier, on parlait beaucoup des applications des produits phytosanitaires, de l'engrais et autres. Mais avec l'agroécologie, ou bien même si on est dans le cas de l'élevage, des soins aux animaux, de l'alimentation, mais avec l'agroécologie, on se rend compte, sur la base des principes et de la vision de l'agroécologie, qu'on dépasse largement l'échelle de base d'intervention du conseiller agricole pour toucher désormais à l'échelle exploitation agricole, même s'il y a quelques approches de conseil, comme l'approche de conseil de gestion de l'exploitation familiale qui est qui recommande de conseiller l'exploitation agricole. Il y en a très peu qui touchent vraiment à la dimension exploitation agricole. Donc, il y a donc une augmentation d'échelle d'intervention du conseiller. L'échelle territoriale qui est très importante. Et enfin, l'échelle des filières. Quand on regarde par exemple les principes de connectivité, de diversification économique, cela a des fortes implications sur les filières, par exemple. Bon, cela demande que le conseil agricole puisse intervenir aussi au niveau des filières. Après, on verra concrètement comment et pourquoi et qu'est-ce que cela suppose pardon, en termes d'attitude. Le rôle du conseil par rapport à la facilitation des transitions agroécologiques, c'est un rôle qui est pluriel et qui ne commence pas seulement par des formations ou par l'explication de l'utilisation des intrants organiques, mais cela doit commencer même par la sensibilisation. C'est très important de le rappeler parce qu'une fois de plus, le potentiel de l'agroécologie elle-même n'est pas encore très bien connue, suivie pas dans toutes ses dimensions, et son potentiel n'est pas très bien connu. Donc, le conseil agricole est interpellé. Deuxième chose, c'est au niveau des connaissances et des compétences. Et enfin, une fois qu'on a les connaissances, qu'on a les compétences et qu'on connaît le potentiel de l'agroécologie, on peut maintenant voir dans quelle mesure l'appliquer de façon raisonnée au niveau de son exploitation agricole. Donc, je l'ai rappelé de façon euh, synthétique, simplifiée. Je reviendrai sur ce graphe qui vient de passer en insistant sur deux choses. La première, c'est sur l'identification des besoins en transition agroécologique. C'est très important parce que l'agroécologie va supposer effectivement un changement des pratiques pour aller vers des pratiques qui répondent aux recommandations ou bien aux principes de l'agroécologie. Donc, il y a une transition qu'il va falloir réaliser et il faut donc connaître quels sont les besoins, quels sont les acquis et quels sont les besoins. La chose la plus importante qui me semble importante, c'est la coélaboration des solutions et des cheminements. Parce que
ce qu'on ne dit pas suffisamment assez, c'est que l'agroécologie suppose effectivement une transition. Quand on dit transition, ça veut dire qu'il y a un changement progressif qui doit se faire. Donc, il faut arriver à définir clairement changement vers quoi et comment faire ce changement-là. Donc, d'où la notion de cheminement qui me paraît très, très important dans ce changement. Et on va voir que dans le cadre de l'agroécologie, il n'y a pas de chemin prédéfini. Le chemin doit se faire en marchant, comme on le dit souvent, comme le dit le poète. Autre chose aussi, c'est qu'il y a une évolution plus forte. On l'a vu ces dernières années dans l'évolution du conseil agricole, mais dans le cadre de l'agroécologie, il y a aussi une évolution très forte au niveau des demandeurs, des utilisateurs des services de conseil. Donc, bien sûr, il y a les producteurs et productrices, mais aussi il y a désormais les collectivités locales qui ont aussi une forte demande pour le conseil agricole par rapport à la gestion des ressources, par rapport aux questions d'inclusion, à la prise en compte des différents groupes sociaux et autres, mais aussi à les acteurs des chaînes de valeur, les commerçants ou les consommateurs, quoi. Donc, euh, le producteur n'est plus seulement le seul demandeur, mais il y a aussi d'autres intervenants. Maintenant, je pense que j'ai perdu une diapo, mais c'est pas grave. Euh, Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux attitudes? C'est quoi d'abord les attitudes? Ce travail, mais en réalité, on aurait pu même commencer sur les postures. En fait, les attitudes peuvent avoir plusieurs définitions, mais celle que j'ai trouvée qui est vraiment très simple, c'est l'état d'esprit qu'on peut avoir vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un sujet donné. Et donc, cet état d'esprit influence la manière dont nous allons appréhender, dont nous allons aborder cette personne que nous allons rencontrer ou bien ce sujet que nous allons traiter. Donc, par exemple, les choses évoluent, mais je me rappelle qu'il y a de cela quelques années où le conseiller agricole allait sur le terrain en détenteur du savoir, donc il allait enseigner aux producteurs ce qu'ils doivent faire, alors qu'en réalité, les producteurs aussi sont des ingénieurs et sont des grands expérimentateurs. Donc, c'est cette prédisposition qui influence notre manière de voir et d'analyser les choses. Euh, Comment est-ce que nous avons fait pour déterminer les attitudes nécessaires aux conseillers agricoles? Ça a été un processus participatif avec beaucoup de concertations et autres. Ce n'est pas encore fini, mais ce que nous présentons montre qu'il y a déjà quand même des résultats tangibles qu'on peut mettre sur la table, discuter, consolider, voir comment améliorer. Donc, c'était donc un processus participatif qui a intégré au niveau de la collecte de données la revue de la littérature sur les attitudes de conseiller. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une attitude, les attitudes de conseiller agricoles et autres. Et puis, pour ceux qui lisent la littérature sur les attitudes, il y a par exemple les travaux de Porter qui datent un peu d'une quarantaine de données, d'une quarantaine d'années, mais qui restent une référence dans les recherches sur les attitudes. Deuxième chose, et qui me paraît vraiment la plus importante, c'est la principale source de nos données, de nos analyses, c'est les retours d'expérience de la part des gestionnaires des dispositifs de conseil agricole. Donc, avec Barreau, avec Malamine, nous sommes allés vers les structures qui sont actuellement engagées depuis quelques années dans l'agroécologie pour demander leurs activités en fonction des principes qu'ils mettent en œuvre, quelles sont les attitudes qu'ils ont constatées comme nécessaires au personnel qui est mobilisé dans le cadre de leurs activités. Donc, il y a eu des gestionnaires des dispositifs, il y a des conseillers en agroécologie, mais à côté de ces retours d'expérience aussi, il y a beaucoup de concertations avec des experts du conseil agricole et de l'agroécologie. Et il faut dire que si dans le groupe des retours d'expérience, dans les catégories des retours d'expérience, on a beaucoup misé vraiment sur du concret, sur des choses, euh, sur des retours d'expérience, comme le thème le dit, avec des experts en agroécologie, on s'est permis d'aller au-delà et aussi un peu de conjecturer parce qu'il y a des principes qui ne sont pas encore vraiment pris en compte dans l'offre de conseil, notamment les principes plus sociaux, économiques et culturels. Et donc, l'idée était de se baser donc sur cette définition des différents principes et de voir quelles pourraient être les attitudes nécessaires pour aborder ces principes de façon efficace avec les producteurs et les autres acteurs. Donc, par la suite, nous avons fait donc une analyse des discours
Il faut dire qu'à la base, on a pu récolter plus d'une centaine d'attitudes, quoi, qui se répétaient et qui étaient parfois difficiles à totalement appréhender. Et donc, on fait une analyse, discuter avec les gens, voir les regroupements qui étaient possibles. Et sur cette base-là, nous avons élaboré une typologie des attitudes. Donc, ce que nous présentons, en fait, c'est plus une typologie des archétypes, donc des grands types d'attitudes qu'il faudrait avoir. Par la suite, nous avons validé cette typologie. C'est une validation que nous estimons progressive. Cela se fait entre pairs, mais aussi, pour nous, cet atelier d'aujourd'hui est aussi une forme de validation de cette typologie. Donc, vos retours vont nous aider à consolider. Troisièmement, nous avons démarré un travail d'évaluation des attitudes. Dans la typologie qui a été définie, nous avons élaboré une méthodologie basée sur le scoring card, comment est-ce qu'on dit ça en français? Euh, une grille de notation d'attitude où, en fonction des questions, en fonction des conversations avec les conseillers, autour d'une question relative aux attitudes, on arrive à attribuer une note qui montre si il a cette attitude-là ou bien s'il n'en a pas encore. Et donc, l'idée, une fois qu'on aura terminé cette évaluation, nous comptons la faire auprès d'environ 200. Notre cible, c'est 200 conseillers agricoles du secteur public, du secteur privé, mais aussi des OP. L'idée étant que les attitudes, les acquis peuvent être différents en fonction des organisations de conseil. Sur cette base-là, c'est de pouvoir faire des recommandations sur comment on peut arriver à développer les attitudes, quoi. Donc, c'est quoi donc les attitudes, la typologie qui a été définie? Euh, D'emblée, je dois dire que on a eu un gros problème pour trouver les thèmes les plus, comment dirais-je, qui pouvaient retracer le plus fidèlement possible l'idée qu'on avait derrière chaque type. Donc, les thèmes que vous allez voir, c'est des thèmes qui pourraient plus ou moins évoluer dans la littérature que vous allez avoir après dans les produits qui vont sortir au terme de cette activité de recherche-action, quoi. Donc, nous avons identifié 8 grandes catégories d'attitudes pour le conseil agricole. La première catégorie, bon, je vais détailler progressivement, mais sinon, c'est vraiment conseiller. Donc, le conseil agricole doit avoir une attitude de conseiller. C'est important. Quelqu'un de célèbre disait qu'un chef est fait pour cheffer, un chef doit cheffer. Dès un conseil agricole doit effectivement avoir un chef, doit effectivement avoir une attitude de conseiller. C'est important de le dire parce qu'il y a des conseillers, par exemple, qui se comportent comme vulgarisateurs simplement ou alors comme prescripteurs de solutions sans être vraiment conseillers comme leur titre le dit. Deuxièmement, c'est d'être analyste et intégrateur. Ceci renvoie à l'approche systémique de l'agroécologie. Troisièmement, il y a le côté compréhensif, empathique. C'est une des caractéristiques, c'est une des attitudes les plus fondamentales, par exemple, l'activité du conseil agricole, mais cela ressort encore plus fortement dans le cas de l'agroécologie. Euh, Pardon, il y a analyste intégrateur vient 2 fois, mais le deuxième analyste intégrateur, bon, après je vais le détailler de toute façon. Donc, pro-inclusion, inclusion sous-entendu par rapport à l'équité, par rapport à la cohésion sociale, la prise en compte des différentes catégories sociales, enquêteur dans le sens de bien connaître, aller au fond du diagnostic, bien vérifier que les solutions qui sont préconisées n'auront pas d'effet secondaire ou bien ne vont pas impacter d'autres composants de l'exploitation. Écologiste, un peu du côté comme militant, mais aussi d'un point de vue technique surtout pro-autonomisation dans le sens de développement local, dans le sens qu'il faut arriver à faire en sorte que les catégories qui sont encore vulnérables puissent avoir de meilleurs moyens des bons moyens de subsistance, mais aussi puissent participer à la prise de décision dans tout ce qui concerne les processus de développement les concernant. Co-innovateur dans le sens que beaucoup de références pour la mise en œuvre de l'agroécologie n'existe pas encore et que les références doivent être produites localement en grande partie. Bien sûr, on ne va pas dire que comme pas de zéro, mais dans beaucoup de cas, l'agroécologie était d'abord locale. Euh, Certaines références, des références qui sont valables
au village A peuvent ne pas être valables au village B. Donc, très souvent, il va falloir innover. Maintenant, je vais donner un aperçu très rapide de chacun des trois, pardon, des 8 catégories. Je commence par le conseiller. L'attitude du conseiller suppose que, en résumé, hein, d'être dans une étude où on considère que le producteur sait à peu près là où il va. Et le conseiller peut l'aider à préciser sa destination et à trouver et faire le chemin en marchant. Bon, j'ai rajouté en marchant, comme dit tantôt. Ceci pour dire, ça renvoie à identifier très bien les besoins en transition agroécologique. Qu'est-ce que le producteur veut changer et comment est-ce qu'il doit procéder pour changer. Et aussi, il n'y a pas de solution toute faite. Il va falloir co-construire, mettre en œuvre, engager une démarche d'apprentissage qui va permettre de corriger les difficultés qui viennent. Donc, derrière tout cela, il y a tout ce qui renvoie aux pratiques, à la rationalité des pratiques paysannes. Je me rappelle dans le domaine de l'élevage, il y a beaucoup, par exemple, de décideurs qui à un moment donné disaient que les éleveurs, pasteurs, font de l'élevage contemplatif, ils font de l'élevage sentimentaliste, mais il faut arriver à comprendre leur rationalité des paysans. Et aussi, dans la formulation des solutions, il faut toujours se demander quelles sont les implications de la solution qu'on propose aux producteurs. On peut avoir par exemple des variétés qui produisent très bien, mais est-ce qu'il va arriver à pouvoir commercialiser, récolter et commercialiser? Est-ce que cela ne va pas impacter sur le travail des enfants, sur le travail des femmes? Donc, explorer les solutions, il n'y a pas de solution toute faite, donc il faut arriver à les explorer, de voir quels sont les atouts et les contraintes. Et puis, le conseiller aussi est là pour aider pour aider le producteur à avoir une vue large des options possibles, des références qui existent et dont peut-être le producteur ne serait pas encore disponible, quoi. Donc, dans cette posture de conseiller, dans cette attitude de conseiller, on a insisté sur le fait que le conseiller n'est plus le simple vulgarisateur. Dans beaucoup de cas, une fois de plus, les gens ont la casquette de conseiller, mais se comportent en simple vulgarisateur. Donc, ici, quelques images célèbres. Je n'ai pas retrouvé le nom de ceux dessinateurs, par exemple, qui montraient les approches directives dont vous connaissez très bien. Donc, on passe d'un système où on donne des instructions à un système où on cherche ensemble des solutions, on les met en œuvre et on voit si elles fonctionnent ou pas, ou bien s'il y a des choses à ajuster. Voilà, on n'est pas là pour embarquer les gens dans une destination, on essaie d'accompagner les gens plutôt vers là où ils doivent aller. C'est à eux de définir où est-ce qu'ils veulent aller. Maintenant, l'attitude d'écologiste. Dans l'attitude d'écologiste, le conseiller agricole est dans une posture où il considère que la nature peut aider. Il y a de solutions à la majorité des problèmes. Ça peut être trouvé dans la nature. Vous avez suivi, pour ceux qui lisent les références en anglais, il y a ce qu'on appelle maintenant les Nature-Based Solutions, donc les solutions basées sur la nature, dans le sens qu'il faut éviter d'être trop dépendant des intrants externes et autres, qui souvent ont des impacts négatifs, mais de voir dans la nature comment est-ce qu'on peut mobiliser des solutions. Et c'est même en fait ça la base de l'agroécologie, s'inspirer de processus naturels pour résoudre les difficultés qu'on rencontre, quoi. Et un point important pour décrire cette attitude d'écologiste, c'est que le conseiller dans une poursuite considère que le plus important, c'est pas d'avoir des solutions qui vont augmenter les rendements, qui vont donner des grands revenus économiques, mais aussi il faut avoir une vue plus large et penser aux questions de durabilité. Donc, les impacts environnementaux devraient être pris en compte dans l'évaluation des solutions qui sont proposées aux, aux, aux producteurs, qui sont co-développés par les producteurs. Et enfin, il y a une dimension communautaire que je vois que je ne peux pas intégrer, enfin, mais bon. Euh, Maintenant, de co-innovateur. Donc, le conseil agricole est dans la posture où il considère qu'il n'y a pas de solution toute faite. Ceci est très important et ça peut être contradictoire par rapport à ce qu'on observe dans certaines filières, comme par exemple le coton. Bon, s'il y a des gens de la filière coton, je m'excuse, ce n'est pas une attaque personnelle, mais il y a des filières comme ça où il existe des itinéraires techniques déjà connus. Le conseiller agricole, quand il va sur le terrain, il a déjà un ensemble de fiches techniques
quand il rencontre un problème, il regarde sa fiche technique, il dit, bon, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, dans le cas de l'agroécologie, il faudra sortir de cette posture où tout est verrouillé, où tout est prédéfini comme solution, où tout doit rentrer dans des cases pour être dans une situation, avoir une attitude où on se dit des choses doivent être co-construites, quoi. Et que les solutions qui sont même développées localement sont parfois meilleures que celles qui sont importées. Et enfin, c'est aussi de reconnaître que les paysans, que les producteurs sont déjà des innovateurs, des expérimentateurs. Et que le rôle du conseiller, donc, c'est de les aider à innover, à continuer à innover, à mieux innover pour mieux répondre à leurs difficultés. OK, bon. Euh, voilà, et je terminerai sur ce point en insistant juste sur la dernière phrase pour dire que, de notre point de vue, l'agroécologie, c'est moins une question d'application des solutions que de trouver les moyens de faire, que de trouver des chemins pour faire évoluer les pratiques des producteurs et de transformer leur système de production. Donc, cela suppose d'innover techniquement, mais aussi au plan organisationnel et de la gestion. Maintenant, l'enquêteur, c'est de conseiller le côté, l'interconnexion qui pourrait exister entre les difficultés des producteurs, dont les problèmes rencontrés par les producteurs sont souvent plus complexes qu'il n'y paraît. Parfois, il est arrivé qu'un conseil agricole, lors des visites sur le terrain, constate que peut-être la personne n'a pas été saclée et il décrète, ah, le producteur est paresseux ou bien il y a telle conclusion hâtive. Donc, l'idée, c'est de ne pas tirer de conclusion euh, euh, hâtive et de considérer qu'il faudrait se poser aussi la question, quelles sont les implications de cette solution et est-ce que le producteur aura les réponses aux contraintes qui pourraient émerger de l'application de ces solutions-là. L'analyste intégrateur donc, renvoie à la multidimensionnalité. Je ne sais pas si le terme existe, mais je dis quand même, je le place quand même. L'idée de l'approche globale, de l'approche, on a vu tout à l'heure l'approche euh, territoriale, l'approche multiscalaire, donc comment intervenir sur plusieurs échelles, comment intégrer aussi plusieurs aspects, la dimension sociale, la dimension partenariale, les relations entre les producteurs et d'autres acteurs du territoire ou même des filières. Et donc, on se rend compte que dans certains cas, l'agroécologie, lorsqu'on va la mettre en œuvre, va nécessiter la mobilisation d'autres personnes qui ne sont pas directement liées au conseil agricole, mais dont la contribution pourra aider à résoudre les difficultés des producteurs. Et donc, rapidement, un autre point aussi important, c'est pro-autonomisation. Et ici, dans autonomisation, bien sûr, il y a l'idée de faire en sorte que les gens puissent être en responsabilité, être en capacité de pouvoir décider. Mais dans autonomisation aussi, nous avons mis, c'est difficile d'être autonome quand on n'est pas en mesure d'avoir des moyens de subsistance décents qui permettent de couvrir le minimum des besoins. Donc, ça, c'est un volet quand même important. Ceci pour dire que la dimension technique, la dimension économique n'est pas du tout évacuée. Cela est pris en compte. Sauf que il ne s'agit pas seulement d'être, par exemple, de couvrir ses besoins, mais les moyens pour couvrir ces besoins-là sont importants. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les notions de souveraineté alimentaire sont revenues dans beaucoup d'échanges qu'on a eus et que cela est plus important que la question de la sécurité alimentaire. Et aussi, par rapport à l'autonomisation, il y a la question des verrous socioculturels qui peuvent freiner cette autonomisation. Et donc, le conseil agricole est amené à intervenir par rapport à ces verrous socio-culturels. On le voit par exemple avec les principes d'équité et qui sont des principes d'équité qui fait partie des 13 principes de l'agroécologie. Voilà. Et l'idée aussi, c'est ici aussi, c'est par rapport au développement local, de dire, l'agroécologie renvoie vraiment à une sorte de développement décentralisé. Cela a des implications sur la décentralisation des systèmes de conseil, des systèmes d'innovation. Et avec l'idée que, et ça c'est l'attitude que le conseiller a ici, c'est que le développement local, si le développement local est effectif,
cela va mieux contribuer au développement. Le développement global sera plus facilement possible, quoi. Et enfin, le développement, l'attitude, la dernière attitude que je vais mentionner, sur le compréhensif, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus parce que c'est une attitude qui est clé. Classiquement, même sans être en agroécologie, un vrai conseiller agricole devrait avoir cette attitude. Cela renvoie tout simplement à l'empathie, au climat relationnel qui influence fortement la collaboration entre les producteurs et le conseiller agricole. Donc, derrière cela, au-delà de l'empathie, il y a la question du respect des cultures, des normes sociales, ne pas faire de jugement a priori et prendre le temps de bien comprendre le contexte dans lequel les gens évoluent. Et voilà. Donc, pour l'inclusion, voilà, c'est l'idée de pouvoir tenir compte de la diversité et de faire en sorte que euh, les groupes dominants et autres puissent reconnaître la place importante que les autres aussi ont à jouer dans la société et accompagner les communautés à pouvoir revoir les règles qui peuvent créer des ségrégations, qui peuvent fragiliser la cohésion sociale. Donc ça aussi, c'est un point important, du moins c'est une des activités importantes sur lesquelles, dans lesquelles, pour laquelle la contribution du conseil agricole est attendue. Voilà. Je pense, j'en ai terminé pour la présentation rapide des différentes attitudes. J'ai dit tantôt que les terminologies ne sont pas, les thèmes ne sont pas encore bien stabilisés, mais il y a un narratif déjà quand même assez bien rédigé là-dessus. Le travail continue, on va consolider et puis diffuser progressivement. J'ai juste deux ou trois derniers diapos à vous présenter. Euh, on se pose la question comment est-ce qu'on peut analyser toutes ces attitudes. Déjà, les identifier, ça demandait un groupe de travail qu'on a fait sur plusieurs mois. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons analyser cela? Nous pouvons analyser cela avec une sorte de théorie de changement, un peu à notre, comment dirais-je, comme Christophe m'a interdit le thème customisé, il va falloir que je trouve autre chose. Donc, où nous considérons il y a trois maillons qui nous semblent importants. La première chose, c'est quoi le rôle du conseiller? Quelles sont les activités qu'il doit mener, quelles sont les ressources qu'il doit mobiliser et quelles sont les finalités pour lesquelles il travaille, quoi. Ça, c'est très important. Donc, au risque de me répéter, je dirais qu'effectivement, le rôle du conseiller, c'est vraiment de jouer le rôle du conseil au sens plein du terme, dans toute la plénitude du terme, mais c'est aussi d'être écologiste au sens positif du terme, pas au sens politique ou autre, au sens donc, positif dans le sens dans la mesure où il considère que la nature donc, est pourvoyeuse de solutions à la majorité des problèmes qu'on peut rencontrer. Et ici, écologiste, cette attitude écologiste, je pense, ça fait partie de la mission désormais, mais aussi, nous pensons qu'on peut la mettre dans les catégories de moyens, moyens dans le sens que l'écologie peut servir à la recherche des solutions aux problèmes des, des, des producteurs. Et enfin, dans sa dernière déclinaison, l'écologie peut aussi être une finalité. Comment avoir une société où il y a une meilleure harmonie entre la nature et la société, l'autrement en général. Pardon. Il y a quatre autres euh, attitudes qui, pour nous, vont plus dans les moyens. C'est que le conseiller doit faire, les ressources qu'il doit mobiliser. Bon, pas ressources en termes de logistique et autres, mais plutôt en termes de... Cette attitude-là va beaucoup jouer dans sa relation de service avec le producteur. Donc, il y a la compréhension, mais aussi l'attitude d'intégrateur, d'enquêteur, de co-innovateur. Et enfin, pro-autonomisation au sens de moins de subsistance dans un contexte durable, au sens de cohésion sociale, de l'équité et autres. Donc, très rapidement, avec Barreau, l'étude est en cours. Nous sommes en train d'évaluer dans quelle mesure ces attitudes-là sont déjà acquises ou pas. Et l'enquête donc est en cours au Burkina. Peut-être dans un autre cadre, peut-être qu'on pourra étendre l'étude dans d'autres pays, je pense notamment à la Guinée ou bien en Côte d'Ivoire où il y a eu un intérêt qui s'est manifesté.
Mais bon, on verra dans les prochains jours. Et donc, que nous montrent les résultats de l'évaluation? L'évaluation a été faite en utilisant ce qu'on appelle un scorecard ou bien une matrice, une grille de notation, si on peut traduire cela ainsi. Donc, l'échantillon, il faut être très, très prudent. C'est pour ça que je parle de résultats provisoires. Je souligne provisoire parce que pour l'instant, l'échantillon n'est pas encore consistant. On est à une trentaine de personnes simplement parce que l'étude a démarré juste la semaine qui précède cette rencontre-ci, du moins l'évaluation. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a des attitudes qui sont déjà plus ou moins présentes. Je pense notamment aux attitudes compréhensives, euh, euh, pardon, compréhensives, où le conseiller, effectivement, a des bonnes relations avec avec les producteurs et autres, quoi. Mais on se rend compte, par exemple, que l'attitude de conseiller, pardon, en vert, c'est les attitudes, dans notre grille de notation, en vert, c'est que l'attitude est déjà bien présente pleinement. En rouge, rouge écarlate, là, c'est qu'il y a des attitudes totalement contradictoires par rapport à ce qui est expiré. Et puis, en jaune, c'est des attitudes qui tendent, qui sont plus ou moins, comment dirais c'est présent, mais pas encore assez bien stabilisé. Et puis, en rouge, c'est des attitudes qui sont encore faibles, quoi. Donc, on constate donc qu'il y a des attitudes qui sont relativement présentes, celles qui sont relatives à la compréhension et au métier de conseiller. Par contre, et là, ça nous a beaucoup interpellés, il y a les attitudes d'écologistes, de co-innovateurs, donc de co-conception de solutions avec les producteurs, mais aussi d'approche globale d'une vue systémique des problèmes qui manque encore énormément chez ceux qui ont été enquêtés pour l'instant. Peut-être ça va changer, mais c'est ce que nous avons constaté dans les premiers résultats. Juste un mot par rapport aux attitudes qui sont en rouge écarlate. Je donnerai par exemple le cas de l'écologiste. Il y a des systèmes où il y a des situations où le conseil agricole contribue plutôt à détruire, bon, le terme est un peu fort, mais je veux dire, où les producteurs sont déjà en agroécologie, mais le conseil agricole contribue plutôt à les détourner de cette voie. Je prends par exemple le cas de l'élevage. C'est très flagrant dans le cas de l'élevage. Du ministère de l'élevage qui sont plutôt, pardon, dans le secteur de l'élevage. Et dans ce secteur-là, la plupart des solutions qui sont proposées, soit en termes d'alimentation, de soins vétérinaires, c'est basé sur des produits chimiques. Il y a très peu, vous verrez très peu de vétérinaires et des plantes pour soigner des animaux ou autre, quoi. Ça va être des vaccins ou alors d'autres mesures prophylactiques. Donc, très rapidement, c'est l'avant-dernier diapo. Au-delà des notes, il y a des échanges qu'on a avec les conseillers pour mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait justifier les attitudes qu'ils affichent ou bien la note qu'ils obtiennent. Euh, il y a des différences déjà qui apparaissent, par exemple, entre les conseillers agricoles qui sont de niveau master ou ingénieur et ceux qui sont de niveau technicien, niveau BPC ou autre, quoi. Un point aussi important, c'est l'orientation stratégique euh, euh, de l'organisation qui emploie le conseil agricole. En gros, quand le conseil agricole travaille pour une organisation, cette organisation lui donne des instructions. Voici le travail que tu dois faire. Et donc, il y a des organisations qui sont encore dans une approche très directive. C'est pas à toi de développer les solutions. Voici les fiches techniques qu'on met à ta disposition. Va et essaie-toi de ça pour résoudre les problèmes des difficultés des producteurs. L'autre chose aussi, et qui me paraît très important, c'est aussi, il y a une question de sensibilisation sur les enjeux, par exemple les enjeux d'inclusion. Euh, et ici, il y a beaucoup d'a priori. Les conseillers, je ne sais pas s'il y a Boudoué en ligne, il pourra raconter quelques anecdotes, où le conseiller dit que ce n'est pas son rôle, c'est pas son rôle d'aider les pauvres pour mieux être reconnus. Et il les voit pas, il ne pense pas que c'est pertinent, par exemple, de faire travailler ces producteurs qui ont souvent des rendements très faibles avec ceux qui ont des rendements très élevés. Alors que, par exemple, on se rend compte dans le cadre de l'agroécologie que souvent les producteurs qui sont considérés comme marginaux ou bien avec des rendements faibles
sont des gens aussi qui innovent beaucoup parce qu'ils ont moins de ressources, mais du coup, ils sont très ingénieux pour pouvoir s'en sortir avec le peu de ressources qu'ils ont. Et en fait, la dernière chose aussi, il y a des attitudes qui sont variables en fonction du type de producteur qu'on a en face, quoi. Voilà, donc, par rapport au titre, avec le point d'interrogation, la première chose, c'est que oui, l'agroécologie nécessite quand même certaines attitudes spécifiques, mais à la base, d'abord, l'agroécologie implique que le conseil agricole recouvre toute la plénitude de sa signification. Quand on lit les documents, c'est quoi le conseil agricole? Si vous regardez le descriptif du métier de conseiller, c'est vraiment très riche, c'est très large, quoi. Mais quand on regarde, quand on observe aussi ce qui se passe sur le terrain, il y a des gros écarts. Donc, avec l'agroécologie, il va falloir que ces écarts-là soient amplement corrigés. Et peut-être ce qu'il y aurait de nouveau par rapport à l'agroécologie, ce serait effectivement les attitudes par rapport à l'écologie comme solution, mais aussi comme finalité. Et puis cette approche globale. Et enfin, la dimension sociale qu'il faudra un peu plus intégrer. Bon, merci beaucoup pour l'attention. Bonjour à tout le monde. Donc, merci à Dr. Patrice pour cette présentation. Donc, je ne serai pas trop long, c'est vraiment un compliment par rapport à ce que le docteur vient de présenter. Et c'est pour vous donner quelques activités en fonction des principes de l'agroécologie que nous avons développés lors d'un atelier qui s'est tenu à Ouagadougou. L'idée, en tout cas, l'objectif de cet atelier, c'était vraiment de voir ensemble, déjà qu'on s'accorde sur la compréhension de chaque principe de l'agroécologie et qu'ensemble, on puisse voir quelles sont vraiment les activités qui peuvent concourir à la prise en compte de chaque principe de l'agroécologie sur le terrain. Et à la suite de ça, on devrait échanger par rapport vraiment aux compétences, attitudes pour la prise en compte de chaque principe. Mais le temps vraiment n'a pas permis d'aborder ce volet sur les attitudes, les compétences et les connaissances des conseillers, ce qui a nécessité le fait qu'on a mobilisé M. Baron pour pouvoir vraiment mieux travailler sur ce volet. Donc, lors de l'atelier, nous avons seulement pu échanger sur vraiment les principes de l'agroécologie pour s'accorder sur les compréhensions. Et ensuite, maintenant, on a travaillé sur vraiment tout ce qu'on pouvait avoir comme activité en lien avec les fonctions du conseil agricole. Donc, c'est ce résumé que je vais faire rapidement et puis on pourrait passer aux échanges. Donc, comme souligné, donc, c'était un atelier qui s'est tenu à Ouagadougou et nous avons enregistré 28 personnes qui étaient issues de 21 organisations. Et lors de l'échange, on a pu vraiment échanger principe par principe pour avoir une compréhension commune. Et après, nous avons constitué 4 groupes de travail pour pouvoir vraiment discuter sur les différentes activités en lien avec les compétences du conseil agricole, à savoir la diffusion des informations des technologies, l'aide à la décision, le renforcement des capacités, la facilitation de l'intermédiation et l'appui à la structuration des relations des producteurs. Donc, un exemple par rapport à la compréhension commune des principes, déjà pour le recyclage, ce qu'on a noté, c'est qu'il faudrait privilégier les ressources renouvelables locales issues du recyclage des matériaux et des ressources de base dans la mesure du possible, les cycles de ressources de nutriments et de biomasse. Donc, le recyclage peut avoir lieu aussi bien au niveau de l'intégration agricole qu'au niveau des paysages grâce à la diversification et à la création de synergies entre les activités. Par exemple, pour la biodiversité, c'est pareil, une diversification des espèces élevées ou cultivées au sein de l'exploitation, l'utilisation de plusieurs variétés de semences pour les cultures végétales et les races animales pour les cas de l'élevage, la préservation des variétés locales paysannes, favoriser le développement des auxiliaires de culture par l'installation des haies vives et des plantes d'édifices, etc. Donc, ça, c'est juste quelques exemples parce que nous avons pris les 13 principes opérationnels pour pouvoir vraiment s'accorder sur la compréhension de passer au niveau des travaux de. Donc, ça, c'est quelques images des travaux de groupe. On devait échanger. On a réparti les 13 principes. Je pense qu'on avait en moyenne 4 groupes. Il y a des groupes qui avaient 13 principes, il y a d'autres qui avaient 4 principes pour pouvoir vraiment mieux travailler et restituer ces résultats. Donc, ça, c'est une image de réduction d'un groupe. Et au final, on avait vraiment une liste d'activités fonction des fonctions du conseil agricole. Et c'est Madame pas Mitch, les deux premières images, c'est les travaux de groupe. Euh,
Ce que je viens de sélectionner ici, ça c'était la restitution d'un groupe. Et ici, c'était le résultat final du travail d'un groupe qui montre vraiment quelles sont les activités en fonction selon les différentes fonctions du conseil agricole. Je ne sais pas si c'est trop lisible. Quand on prend la réduction, ici c'était la réduction des intrants, donc on a une liste d'activités que je vais un peu développer à partir de cette diapositive. Ici, c'est ici. OK. Donc, si nous prenons par exemple le recyclage comme exemple, pour la fonction de diffusion d'information, donc il y a la diffusion des micro-vidéos sur les technologies de recyclage pour pouvoir vraiment faciliter leur appropriation par les producteurs. Il y a l'utilisation des boîtes à images sur les technologies de recyclage. Si nous prenons la fonction de l'aide à la décision, donc il y a le fait de sensibiliser les producteurs sur le recyclage systématique des résidus agricoles et il faudrait visiter les résultats des exploitations sur le recyclage pour pouvoir vraiment faciliter leur prise en compte. Si nous prenons la fonction de renforcement des capacités, donc il a été noté qu'il faut former les producteurs sur les technologies de recyclage, la valorisation des déchets animales, des déchets ménagers et des déchets humains en compost et son utilisation dans les champs. Et il faudrait aussi l'intégration de la pisciculture avec le maraîchage et autres activités. Si nous prenons la fonction de facilitation, d'intermédiation, donc il s'agit de répertorier les technologies de recyclage et de mettre en place des parcelles expérimentales avec l'utilisation des produits recyclés. Donc, ça, c'est quelques activités qui ont été proposées lors de l'atelier, tout ce qui est du recyclage suivant les différentes fonctions du conseil agricole. Et ceci a été fait pour les 13 principes de l'agroécologie. Donc, ça, c'est vraiment un exemple pour montrer comment le processus a été déroulé. Donc, on ne pourrait pas présenter tout ce qui a été fait pour chaque principe, mais nous avons un rapport de l'atelier où vraiment nous avons un tableau qui fait le récapitulatif de tous ces résultats en fonction des différents principes. Merci bien.